journal sur MTV+, au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire entend assurer sa souveraineté alimentaire. Des semences ont été remises à des producteurs. Et puis au Sénégal, d'une prison de Dakar au fauteuil présidentiel, découvrez dans ce journal un bref résumé de Bassirou Diomaye Faye, vainqueur des élections présidentielles au Sénégal. Nous terminerons aux États-Unis, à Maryland précisément, au moins 6 morts présumés dans l'effondrement du pont de Baltimore. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans l'optique d'atteindre la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenon Kwasi Adjoumani, a procédé le samedi 23 mars à Odiéné à la distribution de plusieurs kits agricoles à haut rendement pour des producteurs. Les détails dans cet élément. Terrain de la préfecture d'Odiéné, dans le district autonome du Dengueli. 2765 tonnes d'engrais durée de MPK, 189 tonnes de semences de riz et de maïs destinés à plus de 3000 producteurs des régions du Foulon et du Kabadougou. C'est le déploiement du programme de production alimentaire d'urgence sur l'étendue du territoire national. Les ministres du district se réjouissent de ce soutien de l'État qui vient booster la production vivrière locale. En augmentant la production de riz, de maïs et de manioc, nous visons non seulement à amortir les effets de ces crises sur nos populations, mais aussi à renforcer notre souveraineté alimentaire. Avec le lancement du programme de production alimentaire d'urgence à Odiéné, nous posons un acte étroitement en corrélation avec la vision 2030 du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire toujours prospère et toujours plus solidaire. Et les objectifs que nous avons sont clairs. Il s'agit de faire du district du Dengueli le plus grand grenier céréalier de la Côte d'Ivoire. Si nous voulons l'autosuffisance alimentaire en 2030, il nous faut irriguer plus de 300 000 hectares, dont 100 000 au niveau du district du Dengueli. Le don est remis par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenon Kwasi Adjoumani. Le programme de production alimentaire d'urgence cadre avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle de produire du vivrier en quantité et de bonne qualité afin de juguler la sécurité alimentaire. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays où on voit un président de la République qui fait du développement dans tous les secteurs d'activité et qui aujourd'hui prend soin de mettre à la disposition des producteurs des semences. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en mettant en place ce dispositif pour booster nos productions, il a pour souci de produire davantage pour nos parents et d'assurer notre sécurité alimentaire pour être souverains dans les domaines agricoles. Nous importons ce que nous consommons. Le président veut qu'on renverse la vapeur. Nous devons produire ce que nous consommons. Et c'est ça la souveraineté alimentaire. Pour s'imprégner du potentiel de production et de transformation du riz, le ministre d'État a visité des usines de riz. Occasion pour Kobenon Kwasi Adjoumani d'encourager les investisseurs privés afin de prendre leur part dans le combat de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, la cellule genre du ministère des Eaux et Forêts a étudié une stratégie pour promouvoir l'intégration des femmes au sein de cette force paramilitaire. Ce séminaire organisé par la cellule genre a pour but de faire valider avec l'ensemble des participants le rapport provisoire de l'audit genre proposé par l'équipe d'experts après les enquêtes. Adolescentes, étudiantes, nous avions eu des a priori. C'est un métier d'homme. Eaux et forêts, on va en brousse. Un métier d'homme et des a priori à briser. Le conservateur général Zouzou Elvire Maï est l'illustration vivante de la volonté des femmes à franchir les obstacles dans le secteur des eaux et forêts. Il a cependant beaucoup à faire. Le secteur enregistre 5000 agents
dont 15% de femmes. Depuis 2017, la mise en avant de la compétence féminine s'est accentuée avec l'élaboration d'un audit genre en août 2023. Ces travaux de 2 jours ont pour objectif la validation du rapport provisoire proposé par les experts. De l'évaluation qu'on a eu à faire, on se rend compte qu'il y a très peu de femmes qui viennent au ministère des Eaux et Forêts. Et surtout pour occuper les postes de responsabilité, il faut que les femmes soient à un certain niveau d'études. Aujourd'hui, quand on fait le point, on n'a qu'une vingtaine de femmes ingénieurs des Eaux et Forêts. Donc, c'est-à-dire la proportion de femmes qui peut atteindre les postes de direction est encore très faible. Donc, il faut faire de la sensibilisation, aller dans les lycées et les collèges pour encourager les jeunes filles à s'orienter vers cette filière-là. Il suffit que le ministère des Eaux et Forêts organise des journées carrières dans les lycées pour que les jeunes filles comprennent qu'effectivement, c'est vrai, peut-être qu'elles ne connaissent pas bien ce ministère et les activités qui y sont menées. Sensibiliser pour l'atteinte des 20% visés en 2030 et 30% en 2040, ce qui va nécessiter un recrutement de plus de 1000 agents techniques des eaux et forêts de niveau bac et BPC d'ici à 2030. Et cette mission-là, il faut que vous alliez vers vos petites sœurs, il faut que vous alliez vers vos jeunes sœurs, pour que finalement, ce métier d'eau et forêt, ce beau métier d'eau et forêt, elles y viennent en sachant qu'elles peuvent le faire parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Tenir et devenir les futurs généraux conservateurs ou encore chefs d'inspection, voire chefs de cantonnement dans le secteur forestier. Notons que la promotion des compétences féminines avait été objet de conditions prioritaires dans la réalisation de l'accord de partenariat volontaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne signé à Bruxelles en février 2024. Nous le disions au titre, né en mars 1980 à Ndiaganio, dans la région du Thiès au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye est un inspecteur des impôts qui s'est engagé en politique depuis la création de son parti en 2014, le Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, dirigé par Ousmane Sonko. Il devient en octobre 2022 le secrétaire général de ce parti. En avril 2023, il est arrêté puis placé en garde à vue pour outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué, ce qui n'a pas empêché son parti de le désigner comme le candidat à l'élection présidentielle 2024 du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye a été félicité il y a quelques jours par le président sortant Macky Sall. Il sera investi président de la République du Sénégal le 2 avril 2024 à l'âge de 44 ans. Direction la Zambie, le président zambien, son Excellence Hakainde Hichilema, a annoncé le lundi 25 mars l'accord qui a été conclu entre le gouvernement zambien et ses créanciers privés, levant un obstacle majeur dans les négociations sur la restructuration de sa dette colossale qui s'élève à plus de 32 milliards de dollars. La Zambie parvient à un accord historique avec ses créanciers privés. Ces créanciers ont accepté de restructurer 3,5 milliards de dollars de dettes zambiennes. L'annonce a été faite le lundi 25 mars 2024 par le président Hakainde Hichilema. Cet accord, selon le président Hichilema, a libéré des ressources qui étaient auparavant allouées au remboursement de la dette, permettant à la Zambie de canaliser des fonds vers les besoins économiques essentiels de développement. Il y a sans doute 2 raisons qu'il faut retenir quand on comprend ce que les autorités zambiennes aujourd'hui expriment comme soulagement par rapport à cette restructuration. La première raison est que le pays va désormais souffler, car cette dette colossale a longtemps plombé l'économie nationale parce que les intérêts étaient colossaux. Le président Hichilema avait déclaré en décembre 2023 qu'environ 98% des créanciers officiels de la Zambie avaient signé un protocole d'accord pour restructurer la dette du pays d'Afrique australe estimée à 32,8 milliards de dollars fin 2022, dont 18,6 milliards auprès de créanciers étrangers comme la Chine, son principal prêteur. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, avec cette restructuration, le pays va retrouver en fait les possibilités, un nouveau souffle et des marges afin de pouvoir non seulement investir dans les politiques sociales, mais aussi dans les infrastructures. Mais il faut tout de même garder un peu de lucidité parce que
face à l'euphorie des autorités zambiennes, il faut mettre en face la réalité de la dette. C'est une dette colossale aujourd'hui qui est évaluée quasiment à plus de 32 milliards de dollars. Donc, si on restructure 3,2 milliards, vous comprenez que le gap est encore très important. Il y a encore une somme très importante à rembourser. L'accord de restructuration de la dette représente un pas en avant important pour la Zambie, favorisant l'optimisme quant à un avenir économique meilleur, alors que le pays poursuit son chemin vers la stabilité et la prospérité. L'agence de notation de crédit Moody's prédit que l'accord renforcera les perspectives de croissance de la Zambie en produisant une dynamique économique positive. Lancée le 8 mars dernier à Accra, la capitale ghanéenne, la 13e édition des Jeux africains s'est achevée ce week-end. L'Égypte a dominé la compétition devant le Nigeria et l'Afrique du Sud. L'Algérie et la Tunisie complètent le top 5. Présente à cette joute avec 9 disciplines, la Côte d'Ivoire a terminé à la 30e place avec 18 médailles décrochées. Clap de fin pour la 13e édition des Jeux africains qui se sont tenus au Ghana du 8 au 23 mars 2024. L'Égypte, grand contributeur au développement du sport en Afrique, termine en tête du classement final avec 192 médailles, dont 102 en or, 47 en argent, 43 en bronze. Pour la 3e fois de suite, après les Jeux africains de 2015 et ceux de 2019, l'Égypte termine la nation la plus titrée des Jeux africains. Les Jeux ont renforcé les liens d'amitié et les relations socio-économiques qui existaient entre les pays africains au fil des années. Je suis particulièrement heureux que le Ghana, l'un des leaders du sport sur le continent africain, ait pu défendre les rêves de nos jeunes, comme en témoignent les hauts niveaux de performance des athlètes dans les différentes compétitions. Si la domination des pharaons était indéniable pour la première place, la seconde par contre était très disputée. Avec une moisson de 120 médailles, le contingent nigérian obtient la seconde place avec 47 médailles d'or devant les Sud-Africains qui ferment le podium avec 106 médailles, dont 32 en or. Le Nigeria réussit sa belle performance, notamment grâce à l'haltérophilie qui amasse 16 médailles d'or et l'athlétisme qui cumule 22 médailles. Le haut niveau de performance, la démonstration d'esprit sportif et de compétitivité qui ont permis à de nombreux athlètes d'établir de nouveaux records personnels, des records nationaux et des records de jeu inciteront sans aucun doute les athlètes émergents à viser encore plus haut et à atteindre de plus hauts standards. L'un des points marquants de cette 13e édition des Jeux africains reste la prestation du Ghana. Le pays hôte, au classement final, termine à la 6e place avec 68 médailles. L'une des médailles d'or les plus prestigieuses reste la victoire de la sélection ghanéenne en finale de football masculin face à l'Ouganda grâce au but solitaire de Jerry Afriyie. Pour rappel, la compétition multisport, comprenant 25 disciplines telles que le rugby, la lutte, le handball, l'athlétisme, a tenu toutes ses promesses. Le flambeau est passé à l'Égypte pour l'organisation des prochains Jeux africains en 2027. Direction les États-Unis pour refermer ce journal. Les recherches autour du pont de Baltimore qui s'est effondré dans la nuit du lundi au mardi dernier ont été suspendues par les secours. Les autorités américaines estimaient que les 6 personnes disparues étaient désormais supposées mortes. Aux États-Unis d'Amérique, les 6 travailleurs disparus après l'effondrement d'un pont à Baltimore mardi sont présumés morts et les recherches d'éventuels survivants ont été suspendues jusqu'à mercredi matin. Alors, il y a beaucoup de choses à annoncer ce soir. Compte tenu du temps que nous avons consacré à la recherche, des efforts considérables que nous avons déployés, de la température de l'eau à ce stade, nous n'espérons plus trouver les personnes encore en vie. Ce soir, vers 19h30, nous allons suspendre les activités de recherche et de sauvetage. La garde côtière va rester sur place. Aucun de nos partenaires ne quittera les lieux, mais nous allons juste passer à une autre étape. None of our partners are going away, but we're just going to transition to a different phase. Pour rappel, un navire singapourien a perdu contrôle et percuté un pilier d'un pont majeur à Baltimore dans la nuit de lundi à mardi dans le Maryland, détruisant la travée en quelques secondes. L'édifice de 300 mètres s'est aussitôt écroulé dans le fleuve.
C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.